Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Voilà, je repoursuis avec une autre vidéo, parce qu'il faut savoir, là j'ai terminé la vidéo sur AEW Double or Nothing, et que maintenant j'enchaîne avec une autre vidéo que vous allez regarder. Cette fois-ci c'est la WWE. Donc il y a, on va dire, il y a quelques jours, j'ai fait celui de WWE Saturday Night's Main Event. Et bien maintenant, j'enchaîne du côté de NXT. Et le nom que je vais vous citer, c'est Battleground 2025, qui s'est déroulé à Tampa, en Floride. Alors, oui, même si vous sentez un peu que que je sens que j'essaye de donner du mien quand il s'agit d'aller à fond à propos des shows auxquels je viens de regarder. Mais il faut savoir à propos de, de ce show Battleground, je ne l'ai pas regardé directement en direct sur Netflix parce que je voulais tout simplement dormir parce que j'ai pas envie de trop gaspiller mes nuits de sommeil. Que je me dis, oh tant pis, je regarderai demain matin. Et du coup, voilà comment j'en suis venu à regarder et à faire cette vidéo. Donc voilà tout. Je préfère vous le préciser et que en regardant les résultats que j'ai sur Wikipédia, j'espère que ça va peut-être vous plaire, hein. Soit oui, soit non, ça dépend comment 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 vous apprécierez. Donc voilà tout. Donc il n'y a pas de pré-show dans la WWE. Enfin, ils avaient fait une fois avec le Saturday Main Event avec un match du pré-show, mais là il n'y a pas de match du pré-show vu comment on est directement dans la carte principale, directement dans l'opener. Donc voilà tout. Match pour le championnat nord-américain féminin de la AE ça y est, maintenant j'ai la AEW en bouche, c'est incroyable. Je veux dire de la NXT, de la WWE, Sol Ruka contre Kelani Jordan. Et bien sûr, Sol Ruka était toujours accompagné par Zarya. Pourtant, je sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais on sent il y a un rapprochement. Il y a peut-être de l'amour qui est dans l'air. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'amour par-ci par-là. Ça a été l'exemple avec Tony Storm et Mina Shirakawa. Et que maintenant, ça laisse un petit arrière-pensée quand on y pense. Mais bon, passons à la plaisanterie, vu comment dans ce match-là, évidemment, il y a eu des tas de spots auxquels ils ont échangé, Ruka et Kelani Jordan, en sachant que leur premier affrontement, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était à Heatwave, je pense, auquel Kelani Jordan était la championne nord-américaine et qu'elle avait remporté ce match-là à l'époque, donc en 2024. Et que maintenant, cette fois-ci, les rôles s'inversent, c'est Sol Ruka qui est championne et qu'elle doit redorer le blason en tant que titre. Donc j'ai pas, on va dire, trop m'éterniser là-dessus. Pas parce que le match n'était pas ouf, hein. Si ce n'est que moi je voyais des spots par-ci par-là. Est-ce que ça racontait quelque chose? Parfois, des petits moments oui, mais tout le reste dans cette rivalité non. Si ce n'est que on sait que Kelani Jordan était un peu frustrée d'être pas de championne et qu'elle a parfois tendance à provoquer les autres pour avoir ce qu'elle veut, donc une chance au titre. Et à un moment donné, dans tout ça, la championne a tendance à accepter la proposition, alors que selon moi, une championne ou un champion doit être plus malin que ça. Concernant le climax, je vais déjà passer au climax, hein, parce que il faut savoir dans le genre de climax, Kelani Jordan voulait faire son spring light et moonsault, mais Zarya sauve Sol Ruka d'éviter de se faire splasher par Kelani Jordan, quoi. L'arbitre la voit, parce que ça c'est pas malin de faire ça devant l'arbitre. Eh bien l'arbitre décide de le mettre au vestiaire, et du coup ça va laisser une petite avantage à Kelani Jordan, mais pas pour de très longue durée, car Sol Ruka, elle va effectuer une manœuvre auquel on ne s'attend pas de nulle part. C'est son Soul Stretcher. D'habitude, elle fait au niveau de la deuxième corde. Et là,
elle fait au niveau de la 3e corde. Donc ça vient un peu comme un RKO qui sort de nulle part. Et grâce à cette manœuvre auquel elle vient d'effectuer, eh bien, elle remporte le match et elle conserve le titre. Donc, victoire de Sol Ruka. Maintenant, match numéro 2, match par équipe à 6. Entre The Tank, qui font équipe avec Josh Briggs. Donc, Hank Walker et Tank Ledger, quoi. Alors, pourquoi Josh Briggs s'associe avec les deux zigotos Hank et Tank? Parce que son partenaire Inamura est entre guillemets reparti chez lui au Japon, notamment en catchant à la Noah, vu comment la Noah, ils ont un accord comme quoi les catcheurs de la WWE, si la plupart veulent catcher au Japon pour tester le style japonais, ou juste pour faire, on va dire, un genre de formation, quelque chose comme ça. Donc ouais, on peut l'appeler ça comme ça si vous voulez. Donc voilà comment il s'est retrouvé seul et qui fait équipe avec les deux très énergétiques mais pourtant un peu gugus, Hank et Tank. Et qu'ils affrontent The Culling. Donc équipe composée de Sean Spears, Brooke Johnson et Nico Vassi, accompagné par Easy Dame. Match à 3 contre 3, assez, on va dire, assez banal, à vrai dire. J'avais pas forcément trop grand chose à faire de ce match là, si ce n'est que je regarde, ok c'est cool, tu fais effectuer des spots, mais est-ce que ça raconte quelque chose? Alors, ça raconte pas forcément quelque chose de grandiose, si ce n'est que ça fait réagir le public, et le plus important, c'est vrai que le public est parfois conquis par tout ce qu'ils viennent voir. Un peu comme du côté de la TNA ou de la EW. Donc dans les deux cas, ça peut être excellent. Mais concernant le match, je passe directement au climax parce que les Heels avaient un avantage certain pour avoir le match en main, haut la main, quasiment haut la main. Mais il a fallu que la résistance de Briggs et de Hank et Tank, de manière très incroyable, surgit pour démonter un à un les personnes. Et que celui qui va servir de sacrifice pour le double coup d'avalanche alors que la personne est en plein milieu du chemin, je crois que c'est Nico Vassi, je crois que c'est ça comment on l'appelle, Nico Vassi, qui se mange les doubles coups de tampon et que ça rentre en collision et que après on poursuit avec on va dire un running power slam avec un coup de bélier qui va dans le dos et bim. Et voilà comment Hank et Tank avec Briggs remportent le match et qu'ils obtiennent le match haut la main. Mais c'est pas tout parce que The Culling, en mauvais perdants qu'ils sont, ils attaquent les gagnants par derrière. Donc ça s'attaque directement dans le dos. Et on ordonne à Easy Dame de faire le sale boulot en prenant une chaise pour frapper les participants. Mais par la suite, on voit une main. Donc une main pour empêcher de commettre un crime odieux. Et à qui appartient cette main? À Inamura. Donc celui qui fait équipe avec Josh Briggs. Du coup, il en empêche d'utiliser contre ses entre guillemets amis. Et qui fait fuir The Culling. Et que voilà comment on met fin à ce segment avec la bonne victoire en main. Donc voilà tout. Voilà tout pour ce match-là. Match numéro 3, c'est un match simple. Et un match, on va dire, un peu personnel dans une faction très mafieuse. C'est le match entre Channing Stacks Lorenzo contre son don Tony D'Angelo. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de citer tout ce qu'il y a à citer dans ce match-là ou dans cette rivalité? La rivalité est simple, c'est que Lorenzo, lors d'un match face au Dark State, il a décidé de trahir son chef pour se lancer lui-même solo, vu comment il veut récolter toute la gloire que Tony D'Angelo a fait à ses coéquipiers.
Et du coup, ben, il veut se récolter toute la gloire. On va dire qu'il veut, se mordre la main de son chef qui l'a nourri et qui préfère plus dépendre de son boss, qui préfère se la jouer solo. Pardonnez-moi pour ce petit chamboulement, j'essaye d'avancer ma chaise. Donc, du coup, ça plaît pas à Tony D'Angelo, hein, ce genre de trahison, il préfère en venir aux mains, même s'il sait qu'il va être barbare et que faut pas trop provoquer la famille mafieuse, sinon on peut finir dans un coffre-fort ou finir dans un étang. Parce que oui, c'est comme ça comment fonctionne la technique très mafieuse. Donc, on pourrait dire que dans ce match-là, ça aurait pu être D'Angelo qui aurait sorti vainqueur haut la main, mais ce n'est pas le cas, car il y a des petits stratagèmes de la part de Lorenzo pour s'en sortir, quoi qu'il en coûte, face à son Don Tony D'Angelo, notamment en contrant les prises fétiches de Tony D'Angelo, alors que D'Angelo aurait pu, on va dire, faire pareil avec Lorenzo, même si parfois, à quelques moments, ça lui arrive de se laisser faire, mais quand il s'agit de prendre le match en main, il le fait savoir. Vraiment, il le fait savoir. Dans le climax du match, parce que j'ai envie de passer directement à la fin, parce que j'ai pas envie de trop perdre mon temps avec ce genre de type de match, eh bien, je sais que Lorenzo va faire genre à son chef, je suis désolé, je te promets, je regrette pour tout ce que j'ai fait, je suis désolé. Mais Tony n'est pas dupe, il sait ce qu'il a subi, et il n'accepte pas que un tel calembour ne se fasse pas démonter alors qu'il a commis tout ce petit chose pas très bien, quoi. Donc il a décidé de pas en venir là-dessus. Il préfère terminer le boulot, c'est de détruire Channing Lorenzo. Donc il va effectuer son finish, le Spinebuster. Mais au loin, à l'extérieur du ring, il voit Luca Crucifino qui le regarde et qui distrait tout simplement Tony D'Angelo. Et ça permet à l'arbitre de voir ce qui se passe à l'extérieur et que Tony a les yeux braqués sur Luca. Mais il n'avait pas les yeux sur Channing Stakes Lorenzo qui lui fout un coup de pied dans les bijoux de famille et qui remporte le match en faisant un roll-up. Donc victoire de Channing Lorenzo sur une intervention un peu distrayante de la part de Luca Crucifino. Je pense que cette rivalité ne va pas se terminer là-dessus. Hein. J'ai bien l'impression que ça va pas se terminer. Match numéro 4, tout simplement le match féminin de NXT. Stephanie Vaquer contre Jordynne Grace. Le match en soi, je trouve qu'il était bien. Je vais pas vous le mentir entre les deux. Il était bien, mais ce qui m'a un peu, on va dire, rendu un peu suspicieux dans tout ça, c'est que je sentais qu'il y avait un petit... comment je pourrais vous le dire sans trop me compliquer les choses, je trouve qu'il y avait un côté auquel il y avait parfois un rythme qui se casse sans se le rendre compte, ou que l'incompréhension n'est pas trop passée entre les deux jeunes femmes. Parce qu'on sait de quoi elles sont capables les deux, mais il y avait un côté auquel on se dit, ah, il y a des trucs qui vont peut-être pas, et que ça cafouille un peu, hein, ça cafouille un petit peu, peut-être au niveau de la compréhension. Mais après, je vais pas dire que j'ai détesté ce match-là, j'ai quand même adoré de voir Stephanie Vaquer et Jordynne Grace s'affronter pour un titre, et auquel, certes, la feud, elle est pas tellement grande, si ce n'est que les deux s'affrontent pour le titre. Et d'ailleurs, au passage, il y avait deux catcheuses mexicaines dont je ne connais pas trop bien le nom, et d'ailleurs, je ne les connais pas trop bien, si ce n'est que pour dire. En gros, qu'ils étaient en train de regarder au loin pour un peu chercher les embrouilles avec Stephanie Vaquer. Je crois que c'est ça, parce que il faut savoir qu'à propos de Stephanie Vaquer, je ne sais pas si elle est déjà allée du côté de la AAA. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne pour voir si c'est le cas. Parce que selon moi, elle a quand même fait sa carrière du côté de la CMLL.
Mais bon, il faut savoir du côté de la CMLL et la AAA, ça n'a jamais été la très bonne entente, car les deux structures sont rivaux depuis la nuit des temps, depuis leur création respective. Donc oui, c'est une compétition de catch au Mexique auquel on se dit que certes, il y a des catcheurs mexicains, ça arrive qu'ils changent de camp pour une autre fédération. Soit ça se passe bien, soit ça passe pas trop bien. Et, euh, et parfois ça fonctionne ainsi comme ça dans tout ce système, hein. Donc je sais pas comment vous le dire bien, bien de manière cordiale, si ce n'est que parfois les catcheurs CMLL et AAA ne sont pas de très bons amis. Clairement pas du tout. Et que dans ce match entre Jordynne Grace et Stephanie Vaquer, bah, il y a eu des prises fétiches auxquelles les deux ont sorti de leur arsenal. Euh, pour, euh, pour Stephanie Vaquer, c'est le tentative de SVP, donc le package neck ou backbreaker. Ça dépend comment elle fait la précision de la prise pour parvenir à ses fins. Ou encore d'autres prises, notamment elle chope la tête de son adversaire et elle fait des full stomp en mode marteau-piqueur. Et que Booker T, quand il voit ça, ben c'est sûr, il s'enjaille, il est heureux comme un gosse, ou alors il est heureux de voir ce genre de manœuvre en faisant oh yeah. Ouais, il est comme ça, Booker T. Il est vraiment comme ça. Alors que Jordynne Grace, elle a voulu tenter un genre de Tombstone Piledriver, ou alors le genre de position auquel elle espère effectuer, mais que ça part en German Suplex de manière très, très innovant, parce que je trouvais que il y a de l'idée, hein, il y a vraiment de l'idée créative dans tout ça, dans la manière de comment on peut faire des prises. Parfois, la EW, ça peut se le faire, ce genre de manœuvre, du fait que c'est pas trop dangereux. Mais parfois, il y a aussi des moments auxquels il y a un manque de logique, hein. Je ne veux pas vous le cacher et de nier à tel point. Mais bon, dans le climax du match, après que les deux se sont relevés de SVP, donc le SVP, et de Grace Driver, donc pour Penta, c'est Penta Driver, et euh, Jordynne Grace, c'est Grace Graver. Ah, Grace Driver, excusez-moi. Ouh là là, ah, les prononciations, c'est pas tellement trop mon fort. Mais bon, pourtant j'ai mis du temps à savoir c'est quoi le nom de la prise, hein. J'ai tellement mis du temps. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je galère à pas trouver le nom de la prise. C'est assez ouf. Mais on va dire que nenni, les deux se sont relevés de leurs prises respectives. Et dans le climax, un coup qu'ils sont sur les cordes, ben, on sent que Stephanie Vaquer veut tout de suite en finir, parce qu'elle veut terminer ce match-là de manière très au la main. Et que Jordynne veut l'empêcher d'effectuer cette prise, mais elle se retrouve au sol. Et ce qu'elle va faire, Stephanie Vaquer, c'est son genre de moonsault en tire-bouchon. Si je crois bien, ça s'appelle Campbell Screw Moonsault. Je crois que c'est ça. Campbell Screw Moonsault. Et qu'elle effectue le pin pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire de Stephanie Vaquer. Elle conserve son titre. Et pour l'instant, la Primera restera toujours la Primera. Ou la petite diablesse, la diabète des enfers, enfin la diablesse des enfers, la bélière, la princesse maléfique, comme on pourrait le citer. Mais bon, trop de noms, il y a trop de noms, hein, évidemment. Je sais qu'en coulisses, lorsqu'elle va rentrer en coulisses, elle va s'embrouiller avec les catcheuses auxquelles, les catcheuses de la AAA, évidemment, qui étaient en train de surveiller au loin, et que je pense qu'ils l'ont traité de vendu ou de, on va dire, de bêcheuse, enfin de bêcheuse, de quelque chose d'assez insultant, quelque chose comme ça. Ava essaie de les intervenir, enfin essaie d'intervenir pour empêcher une baston qui éclate. Et comme par hasard, il y a Jessie Jane, représentante de Fatal Influence, qu'elle vient comme un cheveu sous la soupe en
en cherchant la misère et en foutant une claque à Stephanie Vaquer. Donc on se dit, ok, pourquoi t'as fait ça, ça... Même moi j'avais du mal à comprendre pourquoi elle a fait ce genre de truc. Elle était pas censée régler une histoire avec Fallon Henley et Jasmine Nix. Je ne comprends pas évidemment, je ne comprends absolument pas pourquoi ce genre de décision. Et pareil, ben, y a encore eu un affrontement dans le ring avec Ricky Saint et Ethan Page, alors que Ricky Saint faisait une promo sur le ring pour builder la rivalité qui va arriver du côté de NXT. Normalement, c'était censé être à Battleground, mais les officiels se sont dit « Oh, bah tant pis, foutu pour foutu, on le met dans un épisode de NXT de manière très hebdomadaire, c'est mieux comme ça. » Ouais, eh ben, ils ont pas fait, on va dire, ce qu'on attendait de mieux dans un pay-per-view PLE. Et que ça a tourné en vinaigre, que ça a tourné en baston. Bref, tout part en couille, hein. Tout part en couille dans tous les cas. Mais bon, je pense que j'ai déjà fait le tour là-dessus. Et de toute manière, plus que 2 matchs et c'est terminé. Bah, le match numéro 5 pour le titre du monde NXT, ou le titre NXT tout simplement masculin, Obafemi contre Miles Borne. Alors, il faut savoir à propos de cette feud, il y avait un match où il y avait une bataille royale auquel bah, tout le monde doit s'éliminer, y compris le vainqueur. Et il s'agit que Miles Borne, qui était dans ce match-là, a réussi à surpasser les autres adversaires qui étaient sur le ring. Notamment, il y avait Ricky Sane, je crois. Et ah non, c'est pas Ricky Sane, c'était Ethan Page et Sean Spears, auxquels il a réussi à les éliminer pour avoir une chance au titre mondial de NXT face à Obafemi. Et d'ailleurs, il y avait des promos auxquels il avait effectué, Miles Borne, comme quoi apparemment il souffrirait d'un handicap que ce serait problème d'audition, comme quoi il entend pas forcément très bien. Donc il est un peu, on va dire, comment je pourrais le dire sans moquer de ceux qui sont sourds. Oui, on va dire qu'ils sont bouchés, mais il y a un autre terme. Qu'est-ce que c'est Il est très malentendant. Je crois que c'est ça. Malentendant. Et que c'est ça le genre d'handicap auquel il a. J'espère que la WWE sont pas en train de se foutre de nous. Et qu'ils sont pas en train de mettre cette excuse de mettre ça dans le storyline. Enfin, quand je dis excuse, je m'entends parler. Hein. Vous saviez, parfois il m'arrive de parler un peu dans le vent sans m'en rendre compte. Mais ce que je voulais dire par là, ils sont capables de jouer sur un truc qui est vrai, parfois de manière bienveillante ou très malsain, ça dépend comment on le voit la chose, pour avoir un minimum de l'empathie envers le public, en sachant qu'avec Miles Borne, le public est déjà avec lui. Il est déjà avec lui. T'as pas besoin de trop forcer pour qu'on soit tout le temps à fond derrière lui. Vu comment, si on aime Miles Borne, c'est qu'il a un côté, Randy Orton, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que Miles Borne, quand il a le crâne rasé, parce qu'il avait des cheveux auparavant, il avait le crâne rasé maintenant à l'heure actuelle. Eh bien, c'est vrai qu'il ressemble à Randy Orton, hein. À l'époque où c'était la vipère très instable lors de 2008-2009. Donc il y a vraiment ce côté, hein. Et heureusement qu'il n'a pas les mêmes tatouages que Randy Orton. Mais au moins il peut se vanter quelque part d'être le genre de profil idéal d'un Randy Orton, hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est entraîné avec Randy Orton et que pour lui, je pense que Randy Orton, c'est un peu son mentor et qu'il adule à tel point qu'il a pris les fameux classiques de Randy Orton, les dropkicks en plein visage et auxquels il effectue à merveille Miles Borne, comme Randy Orton, les power slam et quelques prises auxquelles il peut effectuer. Il a ses prises à sa sauce à lui, mais il a pris quelques petites prises à Randy Orton. Bon, après, s'il aurait voulu, il aurait
pomper tous les arsenals de prise de Randy Orton. Mais après, on pourrait qualifier ça de plagieur ou de quelqu'un qui n'est rien, si ce n'est que plagier la réussite de quelqu'un qui a réussi avant la personne. Sauf que ce n'est pas le cas, vu comment Iceborne il a ses prises à lui. Et voilà quoi. Voilà. C'est comme ça comment je vois la chose. Hein, même si j'ai un petit peu du mal à expliquer trop de choses. Je vais pas vous le mentir. Donc peu importe s'il souffre réellement d'un handicap, au moins ça marche d'avoir de l'empathie pour lui. Et il faut savoir qu'avec Obafemi, alors certes Obafemi il n'était pas là pour se moquer de son adversaire ou de le prendre de haut, mais on va pas se mentir, parfois il a tendance à sous-estimer les adversaires qui les affrontent. Ça peut porter malheur, d'ailleurs ça a été le cas avec Tony D'Angelo quand il avait affronté, donc ça lui a porté pas préjudice de sous-estimer les autres. J'ai l'impression que les catcheurs comme Obafemi, ou les catcheuses, on dirait qu'ils peuvent pas s'empêcher de sous-estimer la personne. En sachant que si tu t'attends à rien ou d'un miracle, il est fort possible que tu peux te faire battre sans que tu réalises que tu as perdu. Hein. Ça peut arriver, ce genre de stratégie de comment on book un match ou un show. Donc voilà comment je voulais en venir à propos de cette rivalité. Et dans le match, je trouve que Iceborne, il a fait vraiment de son mieux pour montrer à quel point il peut être entre guillemets dans le main event, même si c'est pas le main event officiel, mais d'affronter les champions. Et pour ça, on peut dire qu'il a été minimum très courageux d'affronter un vrai colosse nigérian comme Obafemi. Là, c'est tout à son honneur à Iceborne. On va pas dire le contraire. Et en sachant que c'était son anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, c'était pas le seul. Il y a aussi, je crois, Trick Williams aussi. Il avait son anniversaire. Ouais, parce que j'ai appris quand j'ai regardé le show en version VF, comme quoi ce serait son anniversaire. Et que est-ce que ça allait, on va dire, lui porter chance, en sachant que il a le public avec lui. Il a la moitié de l'équipe No Curter Catch Crew avec lui. Même si au moment du check avec ses partenaires, Charlie Dempsey lui a pas checké. On sent qu'il y a un petit truc de jalousie entre Charlie Dempsey et envers Iceborne. Ah ouais, il fallait le voir, ça. Il fallait vraiment le voir. Comme quoi, un des personnes qui est censé être ton larbin est en train de mieux réussir que toi. C'est vrai qu'on peut le prendre ça en travers de la gorge. Mais après, comme je vous l'ai dit en plein match, Iceborne, il a été exceptionnel. Alors certes, vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de ce match-là, ou si vous avez un avis constructif. Oui, techniquement, on va dire que Iceborne, ce n'est que son premier match de championnat. C'est pas, on va dire, possible qu'il remporte un match comme ça, même si ce n'est que son premier, comme il peut échouer à sa première tentative. Hein. Mais au moins, avoir un match de championnat, parfois quand tu es nouveau ou que tu viens d'arriver dans ce business, souvent, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais au moins, une chance en or, il faut la saisir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Iceborne. Il a tout tenté. Hein. Comme je vous l'ai dit, il a tenté des multiples fois des super kicks et auxquels il vise bien haut. Et que je me dis, waouh, ça c'est impressionnant. Vas-y, Maïs. Tu es proche de la réussite. Et en plus, le public était à fond derrière lui. Hein, parce que il faut savoir qu'au tout début, ça chantait plus oh bah, un peu comme les chants à la Goldberg. Mais au moment où il enchaîne et qu'il est en train de douter ceux qui étaient en train de le critiquer Iceborne, eh bien là, il a réussi à retourner la situation. Hein. Surtout en utilisant les prises tactiques comme le Power Slam de Randy Orton, auquel il a effectué. Et à un moment donné, ce qui m'a fait un petit peu rire dans le match, c'est que le public a commencé à chanter RKO, RKO. Comme s'il allait effectuer un RKO.
à la manière de Randy Orton. Imaginons qu'il le fait et que ça lui porte bonheur. Ça lui porte vraiment bonheur d'avoir ce, on va dire, ce genre de étiquette de clone de Randy Orton. Ça- on va dire c'est pas déconnant, mais après tout, il faut avant toute chose avoir son propre style. Hein. Faut pas imiter tel ou tel catcheur qui a ce style-là et auquel parfois on peut les ressembler comme un sosie. Ça, souvent ça marche pas tellement. Hein. Dans le cas de Miceborn, j'en ai vraiment aucune idée, hein, si ce n'est que il a tout tenté, le public a été derrière lui, mais dans le climax, là c'est sûr la réalité va venir à son plein culminant. Après que Miceborn ait dégagé ce fameux Say-Down Powerbomb auquel il s'est dégagé et auquel ça fait popper la foule, ben, il était en train de recharger à l'attaque, Miceborn, mais ça va être que des coups de trop, des prises de trop. Il va enchaîner son fameux Shock Powerbomb auquel il va le soulever au loin. Il va effectuer le Powerbomb simplement, puis le Say-Down Powerbomb pour remporter le match. Donc c'est victoire de Obafemi qui a réussi à battre Miceborn, qui a été courageux et exceptionnel dans ce match-là. Donc pour ça, félicitations à Miceborn pour sa performance. Et que on veut voir de plus en plus Miceborn dans ce genre de type de confrontation face à d'autres personnes. Ça c'est sûr, on veut voir... on veut vraiment voir un peu plus de Miceborn. Hein, parce qu'il peut vraiment nous surprendre. Et c'est pas, on va dire, inévitable qu'un jour il devient champion, soit par équipe avec Tavion 8, ou bien alors champion nord-américain, et si c'est possible, pourquoi pas remporter le trophée du Heritage Cup, ou le titre NXT. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Donc voilà tout, voilà ce que j'ai à dire sur ce match-là. Maintenant, on passe au main event, vraiment au main event de ce Battleground. Match pour le titre du monde de la TNA entre Trick Williams contre Joe Hendry. Donc oui, le sort et la réputation et les valeurs de la TNA posent sur les mains de Joe Hendry. Vu comment maintenant, je pense qu'il a les fans de la TNA et les catcheurs qui ont espoir que leur structure ne sera pas, on va dire, enterrés ou quasiment, on va dire, pris un peu comme des gugus de la part des dirigeants. Ça peut arriver que les dirigeants prennent un peu de haut une autre structure. Mais bon, le sort de la TNA pose entre les mains de Joe Hendry, vu comment il affronte Trick Williams, évidemment. Et on se rappelle, enfin, je me rappelle surtout des multiples promos, et auxquels Trick Williams il s'est un peu foutu de la gueule en chantant du physique de Joe Hendry, en se foutant de sa gueule en disant que lui au moins c'est une star plus connue, il peut s'asseoir au même rang que John Cena, que The Rock ou Batista, alors qu'en vérité ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est juste un moyen pour se mettre en avant très prétentieusement, et qu'il veut faire passer Joe Hendry pour un guignol. Alors que Joe Hendry, sa manière de clasher les gens en chanson, c'est sa spécialité. Hein. Il faut savoir, c'est sa spécialité de clasher les gens en faisant une chanson sur eux. Car faut pas trop, on va dire, tester celui qui le fait le mieux. Et souvent, ça peut être vexant, ça peut être bien, mais voilà quoi, hein, je n'ai pas trop les choses à dire. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est que au moins pour une fois, la WWE fait un petit peu de la pub pour la TNA, notamment en montrant les champions de l'époque de la TNA. On montre des images de AJ Styles, de Kurt Angle, même de LA Knight, de Drew McIntyre. Ils ont pas mis celui de Bobby Lashley, de Sting. Je crois qu'il y a eu celui de Matt Hardy, Jeff Hardy. Et quelques personnes auxquelles actuellement ils sont à la WWE, même Penta. Donc du coup, c'était top de faire la présentation. Là, j'ai trouvé vraiment top là-dessus. Et il faut savoir, dans le public, il y avait apparemment le président de la TNA. Je savais pas que c'était lui le président. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là.
et que c'est dommage que la TNA s'est séparée de Scott D'Amore, parce que par la suite, Scott D'Amore, il a fondé sa propre structure, la Maple Leaf Wrestling, enfin Pro Wrestling quoi. Et du coup, ben, le président de la TNA, c'est Carlos Silva, si j'ai bien compris, Carlos Silva. Donc il sait bien que l'enjeu de la TNA pose entre les mains de Joe Hendry. Il faut à tout prix que son champion ne perd pas le match. Pourtant, je disais à propos de Trick Williams qu'il n'avait pas forcément besoin du titre TNA, parce que tout simplement le roster principal lui ouvre les bras, que ce soit Raw ou SmackDown, ça n'aurait pas, on va dire, changé grand-chose qui remporterait le titre. Peut-être que j'aurais pas dû le sous-estimer, mais après, comme je pense que je vous l'ai dit lors de TNA Under Sage, c'est pas, on va dire, déconnant qu'un catcheur de la WWE pourrait devenir champion de la TNA. Et ça permet aux catcheurs de la WWE d'apparaître chaque semaine du côté de la TNA pour un match, faire un segment, et patati et patata. Donc voilà comment je voyais la chose, mais j'aurais pas dû sous-estimer Trick Williams. Vous allez comprendre pourquoi. Donc l'affrontement s'est bien déroulé, d'ailleurs la foule était à fond derrière ce match entre Joe Hendry et Trick Williams. Ça chantait des Whoop That Trick, des We Believe en Joe Hendry. Donc ça chantait, ça popait grave, hein. Ça popait vraiment grave. Et il s'est passé tellement de choses dans le match, si ce n'est que en plein match, on a eu des fameux trucs classiques, comme un clin d'œil au match de l'ancienne époque, notamment le match entre Booker T et The Rock. Parce qu'il faut savoir, c'est que Trick Williams, certes, il peut être fier d'être le digne représentant de Booker T. Par contre, attendez, je vais venir parce que j'entends qu'on gratte à ma porte et je crois que c'est mon chien. Donc je repoursuis avec Trick Williams. Donc oui, je disais que Trick Williams, il peut être fier d'être l'un des représentants, on va dire, presque le sosie de Booker T, vu comment Trick Williams, il utilise tous les tactiques et même les prises que faisait Booker T. Son fameux Harlem Sidekick, ou encore le bookend, ou le scissor kick, et même la fameuse pose où il fait le genre de main 5, comme 5 time, 5 time, 5 time, pour faire le fameux spinaruli. Donc on peut appeler ça le trickawuli, enfin le trickaruni, et qu'ils ont sorti, surtout de la part de Joe Hendry, un rock bottom, donc un clin d'œil à SummerSlam 2001, entre Booker T et The Rock, comme je vous l'ai dit, mais ça n'a pas suffi. Donc il y a eu tellement de trucs auxquels il est sorti en plein match, que l'un copie, il prend, on va dire, toutes les prises de Booker T auxquelles Booker T, il apprécie bien. Il apprécie vraiment très très bien de ce qu'il voit. Et après, ça tente des prises habituelles de la part de Trick Williams, auxquelles il a ses propres prises à lui. Et Joe Hendry, c'est pareil. Tentative de Fallaway Slam des deux côtés. C'est dû à toi, à moi. Et après, ça passe à l'extérieur. On sent que Joe Hendry, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et qu'il est sûrement peut-être blessé. Je ne sais pas s'il était en train de vendre une blessure ou s'il a réellement mal. Mais ça se voyait qu'il se tenait les côtes, je crois. En sachant qu'il y avait des stigmates. Donc, ouais, à mon avis, Trick Williams, il a été un peu trop fort, je pense. Donc, pourtant, le sort de la TNA pose entre ses mains de Joe Hendry, hein, parce que s'il perd, c'est sûr, on pourrait dire peut-être que la WWE a peut-être enterré la TNA, ou alors a peut-être le monopole sur toute la TNA. On sait jamais, hein, on sait vraiment jamais, vu comment ils en sont capables. Vu comment la WWE n'en est pas à son premier coup d'essai. Ils ont fait ça avec la WCW et la ECW. Ce n'est pas envisageable qu'ils font à la... Enfin, ce n'est pas envisageable. C'est fort possible qu'ils font ça à la TNA. Et qui sait, à l'avenir, si l'avenir est peut-être proche, ou dans quelques années, la EW pourrait peut-être avoir ce genre de truc, hein.
avec la WWE. On sait jamais. On sait jamais. On sait pas quel sera le futur. Mais voilà. Je préfère de rien dire. Hein. Je préfère de rien dire parce que j'ai pas trop forcément les mots pour en citer des choses bien toutes dites, bien toutes faites. De la part de Joe Hendry, ben, il a tenté sa fameuse Belief Chokeslam auquel je m'étais trompé la dernière fois, c'est dans Undersage. J'ai cru que c'était a Good Gradulation, mais non, c'est Standing Ovation. Donc le Chokeslam, c'est Standing Ovation, mais moi je l'appelle Belief Chokeslam, donc on va dire en nom complet Standing Ovation, Belief Chokeslam, et ça ne passe pas. Quand Trick Williams essaye de tenter sa trick shot, ça ne passe pas non plus. Donc on sent qu'il est un peu désespéré, Trick Williams. Il s'empare de la ceinture de la TNA pour essayer de tenter un sale coup. Mais l'arbitre, bien sûr, il le voit. Mais en vérité, Trick Williams voulait attiser les soupçons pour flinter avec l'arbitre. Donc il a failli se faire avoir aussi, Trick Williams, avec ce roll-up. Parce que Joe Hendry, il fait le roll-up, mais c'est compte de deux. Puis Joe Hendry veut tenter sa Standing Ovation Belief Chokeslam, mais il y a eu les doigts dans les yeux, et par la suite, Trick Williams s'empare de Joe Hendry en faisant un flagjack qui le fait normalement atterrir sur la ceinture, mais la vérité c'est que Joe Hendry avait le front qui tapait le ring et pas la ceinture. Donc c'était pas, on va dire, assez proche, ça aurait peut-être été assez proche, ça aurait été un peu plus mieux. Donc ça laisse vraiment une opportunité grande ouverte pour Trick Williams pour effectuer sa trick shot et qui va effectuer le pin pour la victoire. Donc oui, vous avez évidemment bien compris, Joe Hendry n'est plus champion de la TNA, maintenant c'est Trick Williams le champion de la TNA. Même moi, j'étais sur le cul. Je ne savais pas quoi dire. J'étais en mode, c'est une farce. Rassurez-moi que c'est un troll, c'est une farce. C'est pas possible, il a pas gagné. Vous foutez de moi. Eh bien, quand je voyais le décompte de l'arbitre, c'était vrai. C'était possible et c'était vrai. Trick Williams, pour la première fois, devient champion du monde dans une autre compagnie de catch. Je ne pense pas que... Enfin, je sais pas si Trick Williams il avait déjà catché auparavant dans d'autres structures, mais après on pourrait peut-être se dire, pour la première fois, Trick Williams il est champion du monde dans une autre compagnie. Parce que il a certes gagné 2 fois le titre de la NXT, mais là, un titre TNA, un titre aussi prestigieux à l'époque quand c'était un peu international, même si ça restait toujours au même endroit. Donc quand je dis ça, c'est parce que auparavant la TNA se déroulait toujours du côté de Floride, donc Orlando en Floride. Il faisait que des shows à Orlando en Floride, dans ce qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, la Impact Zone. Et du coup, bien sûr, ça laisse des souvenirs à certains Floridiens qui ont assisté à ce show à l'époque, où c'était vraiment au top. Mais vraiment pour vous dire, de mettre Trick Williams champion, pourtant j'étais persuadé qu'ils allaient pas le faire, et ces enfoirés ils l'ont fait. Ils l'ont fait gagner le titre à Trick Williams. J'espère que c'est pas la fin pour la TNA, hein, parce que j'ai pas envie que la WWE encule la TNA par derrière. J'ai pas envie qu'ils enterrent complètement. En sachant que avec Joe Hendry, certes, il a perdu face à Randy Orton de manière un peu lamentable. Et là, qu'il perd face à Trick Williams. Ah, c'est vrai que c'est pas tellement bon tout ça. En sachant que, oui, j'ai quand même adoré ce match-là. Hein. J'ai adoré ce match-là, mais j'espère que ça va pas porter des mauvaises répercussions. Hein. Je l'espère. Hein. Et voilà comment se clôture le show Battleground. Donc voilà, je pense que j'ai exactement tout dit. Maintenant, je passe directement à la conclusion de cette vidéo. Voilà,
c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.